Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode déjà, hein, ça passe vite, du podcast Entre deux pubs, podcast qui traite des actualités du monde du marketing numérique. Et donc pour ce quatrième épisode, on va avoir deux collaborateurs de chez Rablab directement, chef d'équipe SMM, publicité sociale, Jérémy, et chef d'équipe publicité Google, donc environnement SEM, Eddie, qui vont joindre à moi pour parler lors de cette quatrième épisode-là de la saisonnalité dans les commerces en ligne et plus particulièrement le trimestre numéro 4 de l'année, du mois d'octobre au mois de décembre, qui comprend par exemple la période du Cyber Monday, du Black Friday et toute la route là, vers le temps des fêtes. Donc, on va discuter des implications de cette période-là de l'année. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je suis avec Jérémy, que certains doivent déjà connaître parce que c'est sa troisième participation au podcast. Ouais, je pense que oui. Oui, bonjour. Ouais, troisième. Donc, comment ça va, mon Jay? Ça va super bien. Un peu dans le jus, comme on dit, mais ça se passe super bien. Good, good. Puis, pour faire un petit rappel, là, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, là, qu'est-ce que tu fais chez Rablab là, dans le quotidien? C'est quoi tes tâches, ton rôle? Yes, en fait, je suis chef d'équipe de l'équipe SMM, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Donc, je suis là pour aider l'équipe, former l'équipe. Je suis là aussi pour mettre en place les meilleures pratiques. Puis c'est ça, en fait, je travaille aussi à la collaboration et coordination là, de certains projets. Excellent, excellent. Puis, on a aussi un petit nouveau dans l'univers des podcasts. Eddie, comment ça va, mon Eddie? Allô, ça va bien, ça va super bien. On se prépare au prochain mois qui s'en vient là. Ouais, le fameux mois de novembre, on a fait un gros encerclé rouge, même pas sur une date, mais sur tout le mois au complet, je pense. Là, chez Rablab, là, il y a quand même vraiment beaucoup de projets qui, nécessairement, qui prennent un peu plus d'ampleur là, durant cette période de l'année. Puis ça tombe bien avec le sujet d'aujourd'hui, là, qui est justement, en fait, toute l'évolution, si on veut, de la stratégie numérique en fonction de la saisonnalité. Puis on est en train de vivre là, une grosse saisonnalité en ce moment, d'autant plus avec les effets là, de la COVID également. Donc, toi, de ton côté, Eddie, si tu peux nous faire une petite intro de ta personne, ça fait combien de temps que tu es chez Rablab, qu'est-ce que tu fais, etc. Ben moi, ça fait, on va dire, 6 mois à peu près, je pense, peut-être même un peu plus. Je suis chef d'équipe SEM, donc ça concerne tout ce qui est Google Ads, YouTube, Display, un peu tout l'écosystème Google payant. Puis on s'occupe vraiment de gérer les gros comptes, les petits comptes, de revoir les stratégies, les budgets, d'accompagner vraiment les clients à accélérer leur croissance en ligne. Puis c'est pas mal ça. Excellent. Puis dernièrement aussi, je m'en ai questionné par rapport à ça, mais je le sais très bien, donc je vais juste faire une affirmation. On a aussi un service de programmatique là, qu'on propose à certains clients là, qui ont les budgets là, pour mettre ce genre de tactique-là de l'avant, qui est aussi compris, si on veut, là, dans notre pôle de service SEM. Voilà, ben merci Eddie, puis bienvenue. On espère que tu n'es pas trop stressé là, par rapport à ça. Je vais avec le flow, puis ça a l'air d'aller. Excellent, excellent. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a plusieurs choses à aborder. On y va très relax. Pour être honnête, on est mercredi PM en ce moment, au moment de l'enregistrement. Donc, on s'est calmé un petit peu là, sur la bière et tout. Habituellement, on aime ça avoir une petite bière puis jaser. Fait que moi, personnellement, j'ai quand même un petit club kombucha, gingembre épicé, quand même assez solide, honnêtement. Je pourrais, Eddie a la même chose. Puis, Jérémy a. Moi, j'ai au baie, juste au baie. Donc, ceci étant dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une petite discussion, les boys, aujourd'hui, là, un peu comme si on est en train de prendre une bière, même si c'est un petit kombucha. On va se jaser de plusieurs sujets. Donc, je vais mettre la table. Quand on parle de saisonnalité, justement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, c'est en fait que dans toute entreprise vit ou presque là, une saisonnalité. Par exemple, chez Rablab, ben, c'est pas chaque mois de l'année qui va être un flow continu de travail ou par exemple, de demandes entrantes de projets web de notre côté. Nous, on est capable de dire que, bon, dans les 2, 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de demandes, étant donné la période qu'on va vivre présentement, qui est la période là, de Cyber Monday, Black Friday, Noël et tout. Donc, nous, on est un petit peu déphasés, si on veut, un petit 2, 3 mois à l'avance de ça. Ben, les entreprises vont
rechercher beaucoup pour une agence de marketing web pour les épauler dans ces périodes-là. Fait que de notre côté, à nous, la saisonnalité, si on pourrait dire, c'est au début de l'automne, puis il y a aussi au début du printemps, donc même en hiver, janvier, février, mars, qui sont souvent des périodes de fin d'année fiscale puis de début d'année. Donc, beaucoup d'entreprises vont être en planification stratégique pour l'année 2021 dans ce cas-ci. Donc, nous, c'est vraiment nos 2 moments clés. Fait qu'on pourrait dire là, que notre saisonnalité est plus forte à ces moments-là. Pour d'autres entreprises, par exemple, dans le commerce en ligne, ça va être tout autre chose, puis ça va dépendre aussi du vertical ou du secteur. Par exemple, on a une entreprise qui vend des manteaux d'hiver comme client, ben, naturellement, sa saisonnalité, c'est l'hiver, puis l'été, c'est pas mal plus tranquille. Donc, on en profite pour travailler sur autre chose. Ceci étant dit, au niveau de la saisonnalité, les gars, moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Je sais que vous êtes un peu plus hands-on, si on veut, parfois dans les comptes ou même avec les gestionnaires de campagne. Qu'est-ce que vous utilisez pour les gens qui nous écoutent, par exemple, pour mieux évaluer leur saisonnalité puis prendre ça en considération là, dans la définition de leur stratégie ou même leurs investissements à certains niveaux? Peut-être, Jay, si tu veux commencer. Ben, la première des affaires, ça passe tout le temps par l'analyse préliminaire. Souvent, on propose aux clients, avant de signer un mandat chez nous, d'avoir une analyse complète et détaillée sur quel genre de proposition qu'on peut mettre en place, parce qu'on s'entend que, tu l'as bien mentionné, là, mais une entreprise qui vend des patios puis une entreprise qui vend des manteaux, c'est 2 saisonnalités différentes. Oui, les deux, ça peut être du commerce en ligne. Puis peut-être que probablement les deux aussi, par exemple, vont être concernés par Black Friday, parce que bon, il peut y avoir des promos, peu importe, mais tu ne vendras pas des manteaux d'hiver en juin, tu peux essayer, mais ça se peut qu'au Québec, en tout cas, tu n'en vendes pas quand tu fais 30 degrés. Alors que les patios, c'est un peu ironique, mais les gens vont être tentés d'acheter leurs patios en juin, même s'il aurait fallu que tu planifies ça février, mars, pour qu'ils soient installés pour juin. La première phase, l'analyse, clairement, c'est là où est-ce qu'on va être en mesure de déterminer c'est quoi les priorités dans l'année, où est-ce qu'on devrait concentrer aussi nos budgets. Je pense pas qu'un budget linéaire à l'année de 500 $ par mois, mettons, c'est l'idéal, c'est dans les meilleures pratiques. On peut le faire, là. Il n'y aura pas de problème, mais je pense pas qu'on va être en mesure d'optimiser les résultats là, de cette façon-là. Parfait. Toi, Eddie, quand on parle de saisonnalité, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, de mon côté, j'avais noté, par exemple, je sais qu'il y a un outil comme Google Trends, Analytics qui peut nous aider. C'est quoi, toi, tu regardes par rapport à ça là, pour mieux cerner la saisonnalité d'un client? En fait, on a comme pas mal d'outils qui sont gratuits puis qui nous permettent vraiment de voir à quel moment que ça va être un pic d'activité pour telle ou telle marque. Mais je pense, comme disait Jay, puis on a un peu le même processus d'analyse, mais c'est vraiment de comprendre en fait comment fonctionne l'entreprise, quels sont les produits qu'ils veulent mettre de l'avant à tel ou tel moment. C'est quoi aussi les personas, parce que en fait, en fonction du persona de chaque entreprise, il y aura des variations, des comportements qui vont changer. Puis c'est à partir de là qu'on va se dire, mettons qu'on se focus sur 3 ou 4 produits qu'on va mettre de l'avant, à quel moment que la recherche va être plus ou moins importante. Donc, par exemple, je vais prendre Google Keyword Planner qui nous permet de vraiment mettre quelques mots-clés puis de voir le volume qu'on a par mois. Et vraiment de voir aussi la saisonnalité, à quel moment de l'année il y aura des pics, puis ça va être le moment pour nous d'investir. Donc, c'est définitivement de se poser avant de se lancer, foncer tête baissée dans une campagne. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui va faire du sens, à quel moment ça va être pertinent d'investir, puis sur quoi surtout on va investir et à qui on veut vraiment apporter ce message-là, en fait. Puis, tu sais, si je peux ajouter aussi, il y a beaucoup de clients qui sont onboardés chez Ramblab, qui ont déjà de l'expérience, soit avec d'autres agences ou qui l'ont fait à l'interne par le passé puis qui se sont dit, c'est le temps de passer au prochain niveau. Mais on peut se baser aussi sur ces statistiques-là générées par le passé. Clairement, c'est probablement une des sources de données les plus fiables qu'on peut pas avoir. Puis, tu sais, oui, on peut s'attendre à ce qu'un vertical fonctionne d'une telle façon puis qu'il y a une saisonnalité bien précise dans l'année, mais ça se peut qu'avec le client, parce que son produit a une particularité, parce que sa technique de vente est légèrement différente des autres entreprises de la compétition, ça se passe un peu différemment aussi. Là, puis ça, c'est à considérer. Puis c'est sûr que si on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, ça va nous permettre d'aller vraiment réajuster le tir à l'avenir puis de se dire, OK, ça s'est passé comme ça en 2019, en 2020. Peut-être que l'année prochaine, on va le faire différemment.
C'est définitivement dans cette direction-là qu'on va se mettre. Mais c'est ça. Sinon, il y a comme pas mal d'outils en vrai, du Google Trends qui va donner vraiment des tendances un peu à plus haut niveau, Keyword Planner qui va vraiment donner les recherches mensuelles sur chaque mot-clé, Analytics qui va nous donner la performance du site. Donc, c'est un ensemble de data qu'on va compiler puis se dire, c'est la décision à prendre. Mais tu sais, ça me fait quand même penser à un truc, on a vu ça vraiment dans l'année où toutes les tendances qu'on avait vues à certains moments, avec le COVID, ça a comme pas mal changé les patterns de chaque personne. C'est comme en avril, puis en mai, il y a pas mal de clients qui ont vu des variations de choses qui se sont faites, puis on s'est dit, OK, ce qui s'est passé avant ne se reflète pas toujours cette année, tu vois. Puis, tu sais, si je me trompe pas aussi, souvent en plus, juste pour finir sur la portion de COVID, là, mais on s'entend, là, le printemps, souvent, tu sais, en tout cas de mon côté, surtout en e-com, on remarque des pics, surtout au début du printemps, parce que, bon, il peut y avoir des nouvelles corrections, peu importe, ou même à la fin du printemps, selon les entreprises, mais généralement, c'est pas la période de l'année où est-ce que la fréquentation est la plus forte, là. Tu sais, les annonceurs sont un peu dans la réorganisation pour l'été, pour l'automne, qui s'en vient même déjà. Et alors que cette année, clairement, les résultats qu'on a remarqués, c'est à des années-lumière de ce qu'on a généré par le passé, là. Puis par rapport à ça, je trouvais ça intéressant ce matin. Honnêtement, je lisais la presse, puis là, j'ai l'air bien smart de dire ça, que je lis la presse le matin. Puis j'essaie de me dire de le faire à tous les matins. Je le fais vraiment pas tout le temps, mais ce matin, je l'ai fait. Puis je regardais les cas l'évolution des cas de COVID, puis bon, les statistiques par rapport à ça et tout ça, par région et tout. Puis ce que je trouvais intéressant, puis je me souviens d'avoir vu ça dans la première vague, Google avait partagé dans le fond son data par rapport à ça, par rapport surtout au déplacement, par exemple. Est-ce que les gens vont au travail? Est-ce qu'ils se rendent dans des restaurants? Est-ce qu'ils se rendent dans des magasins? Est-ce qu'ils restent chez eux? Donc, il y avait tous ces graphes-là, puis on voyait vraiment, qu'il y avait une corrélation naturellement avec les indications là, des gouvernements, là, donc première vague, deuxième vague. Je pense qu'il va y avoir un lien qui va être intéressant à faire dans des business cases dans 1 an, 2 ans, dans toutes les universités, par exemple, du Québec, quand il va y avoir des cours de marketing et plus précisément peut-être de web, de juxtaposer en fait ces courbes-là par rapport aux achats en ligne. Tu sais. La corrélation avec je suis chez moi, j'achète en ligne, pas de surprise pour personne. Là, on s'entend que c'est une corrélation très directe et très positive. Puis par rapport à ça, il y a même un article de la presse qui est paru là, au milieu du mois, le 13 octobre, que j'ai devant les yeux justement présentement. Puis ça disait en fait que, parmi tous les répondants là, qui ont répondu au sondage, c'est un sondage de Crop, 72% là, des répondants affirment avoir acheté en ligne depuis le début de la pandémie. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on s'entend que les gens qui sont sondés, c'est pas une tranche d'âge de 20-30 ans, puis d'attitude, là, c'est vraiment élargi. Donc, le 28% des gens qui disent ne pas avoir consommé en ligne ou acheté en ligne, bien, naturellement, c'est des gens beaucoup plus âgés, comme l'indiquent les résultats. Là. Consommateurs plus âgés, une population qui est inactive, donc qui n'aurait pas nécessairement, qui ne travaille pas, qui n'a pas nécessairement le budget pour le faire. Donc, si on enlève ces gens-là, on est pratiquement à du 100%. Là. C'est quand même assez incroyable. Tu sais, ce qu'on se parlait, 5-10 ans, c'était le taux de personnes qui ont un mobile. Là, je pense qu'on est pas mal saturé à ce niveau-là, ou presque. Puis maintenant, c'est vraiment, est-ce que tu achètes en ligne ou pas? Fait que, tu sais, dans 5-10 ans, je pense qu'on va pas en rire, mais on va dire, hey, il y a vraiment une époque où est-ce que les gens n'achetaient jamais en ligne, puis c'était toujours en personne et tout. Là, je pense qu'on est clairement rendu là. Puis je pense que ça a définitivement accéléré comme la croissance des entreprises qui n'avaient pas prévu à ce moment-là peut-être d'investir en ligne, qui se disaient, OK, je vais faire ça dans 5 ans, dans 10 ans. Puis que là, ils se sont dit, OK, tout le monde se met à acheter en ligne cette année. Ben, c'est peut-être le moment de le faire puis de mettre mes investissements à ce moment-là parce que ça a changé les comportements de tout le monde, autant du consommateur qu'au niveau de l'entreprise. Donc, puis en plus, on a été confrontés, nous, à ce genre de mandat-là, tu sais, des clients qui avaient pratiquement rien en ligne. Ils arrivent du jour au lendemain, puis sont comme, salut, j'ai une boutique en ligne maintenant, depuis hier, puis j'aimerais ça faire de la pub pan-canadienne. On commence où? Tu sais, c'est un beau projet, là, on s'entend, mais tu sais, le web, c'est pas magique non plus. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire derrière de tout ça, puis il y a de l'organisation, de la préparation. Puis... C'est bon que tu en parles parce que je pense aussi que c'est une belle période. En tout cas, nous, ça fait 4 ans environ là, que Rablab va avoir 5 ans en fait dans quelques mois, mais disons que ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. Puis ça fait 4 ans qu'on le sait que le web, c'est pas magique,
On en parle souvent avec des clients. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont une certaine pensée magique de dire, par exemple, le bon vieux exemple du dropshipping. Là, je me lance un dropshipping, je fais de la pub sur Facebook et je deviens millionnaire. Les seules personnes qui font ça, premièrement, il y a une poignée de personnes. Puis les personnes qui font ça, généralement, ils ne vendent même pas un produit, ils vendent un cours pour vous dire comment devenir millionnaire en faisant de la pub sur Facebook. Donc, honnêtement, c'est un loop, là, ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, je pense que c'est un bon moment de réalisation, si on veut, pour d'awareness en lien avec ça pour les entreprises parce qu'on est capable d'avoir des discussions, puis on est capable de démontrer que bien, ça se réfléchit une stratégie numérique, puis c'est pas juste de dire je suis entreprise, puis du jour au lendemain, justement, comme disait Jérémy, je vends en ligne. Ça se prépare, il y a des analyses à faire, il y a beaucoup de calculs aussi à faire, puis ça peut mener vers des prochains sujets que j'aimerais aborder avec vous autres. Tu sais, je m'étais noté de mon côté, par exemple, c'est quoi les grosses différences entre le fait de dire, OK, ben, j'ai un modèle d'affaires, j'ai une business qui fonctionne et je veux étendre, si on veut, l'identité de ma marque là, en ligne, puis je veux aussi que ça soit transactionnel et tout. De mon côté, j'avais plusieurs points à aborder par rapport à ça. Tantôt, justement, Eddie t'a parlé de persona. Je trouvais ça pertinent parce que je l'ai noté avant qu'on se parle. Effectivement, il y a des personas. Puis, tu sais, justement, les gars, SMM versus SEM, vous savez que c'est deux pôles différents. Donc, si je fais un petit rappel, le SMM, c'est pub médias sociaux. SEM, on est beaucoup plus dans des moteurs de recherche généralement, même si on comprend YouTube là-dedans aussi. Quand même qu'on définit un persona, comment tu vois ça, toi, Eddie, quand je te dis, ben moi, mon persona, c'est, je dis n'importe quoi, une femme 34-55 qui va aimer aller à tel endroit, qui va faire ci, qui va faire ça. Tu sais, toi, c'est quoi que tu en tires pour bâtir ta stratégie SEM? Est-ce que c'est réellement les données plus démographiques que tu vas regarder ou c'est autre chose? Mais il y a un aspect quantitatif puis un aspect qualitatif. Je pense que la première chose, c'est de se dire déjà, est-ce qu'il y a une certaine demande dans ce marché-là ou dans ce qu'on est en train de faire auprès de l'audience cible. Donc, si c'est les femmes de 25 à 35 ans ou peu importe, je vais quand même faire une recherche pour me dire, est-ce qu'il y a vraiment une audience pour atteindre cette cible-là? Puis après, c'est plus l'aspect qualitatif aussi, c'est de se dire, est-ce que les gens connaissent déjà mon produit? Est-ce qu'ils ont déjà été éduqués ou qu'ils comprennent comment mon produit fonctionne? Puis c'est en partant de là, en ayant cette petite réflexion-là, qu'on va se dire, ben là, c'est soit on va se concentrer sur une stratégie de notoriété vraiment pour faire découvrir le produit à l'avance, puis d'aller par exemple sur du display, sur de la programmatique, sur tout l'emplacement Google pour donner de la visibilité à la marque. Puis à partir du moment où là, on aura comme vraiment découvert le persona, qu'on lui aura fait comprendre qui on est, là, on va se dire, OK, maintenant on va sur une autre stratégie qui va être plus sur de la conversion, générer des leads, générer des transactions. Puis je pense que c'est vraiment de prendre du recul sur à qui on s'adresse. Est-ce que mon produit il est déjà connu? Puis est-ce que ça vaut la peine de faire connaître ma marque avant? Ou est-ce que c'est déjà un produit qui est de consommation courante puis que ça va se vendre day one dès qu'on va mettre la campagne en ligne? Bon point. Puis, tu sais, moi, ma réflexion par rapport à ça, surtout pour les campagnes de search, donc l'achat de mots-clés, j'ai souvent cette discussion-là avec des clients, puis tu sais, c'est difficile quand tu n'es pas dedans à 100%. Nous, on fait ça à tous les jours de notre vie. C'est normal que ça soit évident pour nous. Je pense que c'est difficile des fois la compréhension de dire, OK, j'ai un persona, c'est femme, 35, 54, etc., etc. Ça, c'est vrai. Là, c'est un persona. Si tu veux faire du placement un peu plus traditionnel dans des magazines, des choses comme ça, clairement, je vais identifier une revue, OK, Châtelaine. Même chose à la limite pour de la programmatique, de dire je vais cibler des médias pour faire du placement. Ça, c'est une chose. Mais dans la stratégie d'achat de mots-clés, selon moi, le persona devient un petit peu plus, pas nébuleux, mais moins relevant, je peux dire, moins pertinent. Exact. Parce que, en fait, une personne d'un certain âge ou d'une certaine démographie peut chercher, entre guillemets, écrire quelque chose qui va être similaire à une personne d'une autre démographie complètement. Donc, ça devient un petit peu plus du comportemental de recherche, j'ai l'impression. Là. Ben c'est ça, je pense qu'on baisse aussi les barrières quand on fait vraiment une campagne plus sur du search parce que on s'entend que quelqu'un qui fait une recherche de mots-clés, comme tu l'as dit, ben, ça peut être autant ma mère que mon voisin, que n'importe qui. Puis, il n'y a pas forcément un âge derrière la recherche. C'est plus comme l'intérêt du mot-clé qui va primer plutôt que l'âge. Contrairement à du display ou des réseaux sociaux, là, on va vraiment être sur est-ce que le mot-clé il y a du volume derrière, puis on va même pas faire un ciblage forcément je vais cibler les femmes ou les hommes, etc. On va juste se dire, est-ce qu'il y a du volume? Est-ce que les gens vont convertir? Puis that's it, en fait.
Donc, la barrière, elle est vraiment différente entre le search puis le display ou tout l'aspect notoriété. C'est deux choses complètement différentes. Ben, je pense que ça fait un rappel à un concept qui est de base là, en marketing. En fait, c'est stratégie de push, stratégie de pull. Clairement, le push, en fait, ben, tu l'as mentionné, du display, YouTube, réseaux sociaux, on est clairement sur du push, même du email marketing, à la limite, on est sur du push, on pousse d'informations, on espère que générer un intérêt ou une traction de la part de l'utilisateur. Du côté du search, on est clairement en pull. On sait très bien que la personne a un intérêt quelconque, ou du moins elle recherche l'information. Puis en fait, ben, on vient payer au clic si notre ad, là, si notre publicité génère un intérêt assez grand. Une autre chose que je m'étais noté aussi, puis Jay, si tu veux intervenir là-dessus, l'aspect compétition. Moi, ça m'arrive vraiment souvent quand on rentre en analyse avec des clients, on leur demande naturellement de nous mentionner leur top 4, par exemple, compétiteurs. Ils vont nous nommer de la compétition directe, des fois un peu indirecte. Puis après ça, on arrive en analyse, que ce soit au niveau analyse du trafic organique ou même sur des campagnes, par exemple, Eddie, j'en ai déjà fait avec toi des analyses où est-ce qu'on va aller demander du data auprès de Google directement là, en raison de notre statut là, d'agence partner. Puis on reçoit du data, puis on est comme « Hey, OK, connaissez-vous ces entreprises-là? » Puis le client il dit non, plus jamais vraiment entendu parler. C'est une entreprise, par exemple, qui vient du BC ou de l'Ontario, mais on se rend compte que numériquement parlant, l'entreprise a une incroyable présence, même au Québec. Donc, ça devient un compétiteur, mais numérique à cette entreprise-là. Fait que, Jay, toi, comment tu utilises ça, l'aspect compétition, ou comment tu vois ça peut-être dans le spectre des réseaux sociaux, l'importance d'aller un peu zioter ce que fait la concurrence à cet égard-là, puis peut-être modifier la stratégie par rapport à ça, ou du moins tenir compte? Ben, il y a un gros aspect important à considérer, là, c'est le social proof, là. Donc, tu sais, la crédibilité que l'entreprise a aux yeux du consommateur. Facebook, c'est le nerf de la guerre par rapport à ça. En fait, c'est que ton entreprise doit être légitime pour finalement être considérée par les gens, puis que finalement, ultimement, les gens s'intéressent à ton produit, puis finissent par convertir. Puis c'est un petit peu là le point d'analyser la compétition, c'est de regarder ce que les gens font pour prouver leur valeur, pour prouver que leurs produits qu'ils ont entre les mains, ben, ça donne une valeur ajoutée aux yeux des gens, puis que ça va éventuellement servir aussi. Donc, clairement, d'analyser le type de contenu, d'analyser aussi la fréquence d'interaction que ces entreprises-là ont avec les gens, puis le ton utilisé peut avoir un impact quand même assez important sur le genre de stratégie que nous, on va mettre en place pour se positionner dans le marché finalement par rapport aux autres entreprises. Puis, tu sais, oui, on pourrait, tu sais, encore une fois, avoir la pensée magique puis dire, hey, on va être champ gauche, on va faire des quoi de complètement pas rapport à la compétition, puis on va se démarquer de ça. Mais des fois, le piège, c'est qu'on soit finalement pas considéré par les gens en entreprenant ce genre d'action-là. Donc, tu sais, ça, c'est un des aspects qui est super important à considérer dans la compétition. Puis, tu sais, tu as abordé un point quand même assez intéressant de dire, ben, l'entreprise, mettons, qui vient du BC, qui va faire de l'achat de mots-clés au Québec, mais que l'entreprise québécoise n'est aucunement au courant, finalement, que cette compétition-là existe. Tu sais, oui, Facebook Ads, il peut arriver exactement la même chose. Après ça, tu as la portion organique qui peut avoir des entreprises américaines, européennes, qui vont promouvoir le même genre de produit, mais en organique. Puis là, quelqu'un va l'avoir partagé dans ton fil d'actualité. Puis toi, tu vas finir par le voir, même si tu n'es pas targeté officiellement par cette entreprise-là, ben, par le biais d'un ami, ben, tu finis par voir quand même ce contenu-là. Ben, il y a ça qui est super important à considérer. Donc, La sphère d'influence est beaucoup plus large genre, avec les réseaux sociaux parce que, comme tu dis, tu peux vraiment atteindre une personne qui a été touchée peut en parler à 6 autres personnes. Donc, à Google, oui, il y a un grand réseau, mais le fonctionnement est complètement différent dans comment les gens fonctionnent aussi. Puis, tu sais, par rapport à Facebook, Google, Facebook, tu sais, Google, tu vas acheter des mots-clés sur des éléments précis. Tu sais, par exemple, tu cherches une cuisinière, ben, tu vas acheter des mots-clés relatifs à la cuisinière. Mais sur Facebook, on est contraint de faire compétition avec des entreprises qui sont hors champ de compétition directe. Je ne sais pas, par exemple, je vends des manteaux, mais si Air Canada décide de faire de la pub, bon, peut-être pas en ce moment, mais s'ils décident de faire de la pub,
on se bat pour le même placement, probablement pour des audiences qui sont similaires. Donc, tout ça fait en sorte d'augmenter aussi l'enchère de la compétition. Ben, c'est un bon point. Puis, tu sais, même pour aller plus loin dans l'exemple, probablement que justement, si j'essaie de vendre des cuisinières, le gros de mon budget devrait aller sur Google et pas mal moins sur Facebook. Par contre, j'essaie de penser, tu sais, si on prend pour acquis que la cuisinière pourrait être un aspect un peu plus design d'une cuisine ou autre, ben là, il y a peut-être une marque qui, par exemple, offre une panoplie de produits qui va essayer, en fait, de faire beaucoup de branding autour de sa marque pour que les gens considèrent la chaîne ou le magasin en tant que tel comme étant potentiellement un magasin qui vend des cuisinières et non pas Maytag ou Frigidaire ou autre. Là. Fait que, Je pense que c'est beau aussi de rappeler qu'il y a vraiment deux comportements qui sont complètement différents. Quand tu vas sur Google, c'est que tu sais déjà ce que tu recherches, que tu as déjà un intérêt qui est plus marqué. Quand tu vas sur Facebook, tu as déjà un intérêt qui s'est passé à un moment donné, mais tu n'es pas forcément prêt à acheter tout de suite. Puis justement, si tu as des visuels ou des produits à mousser, ben c'est sûr que Facebook va aider à une certaine partie. Donc, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est comme un espèce de mix qui fait du sens, puis de se dire, ben, est-ce que ça c'est pertinent à ce moment-là? Est-ce que Facebook, ça va être mieux pour rejoindre des gens un peu plus haut dans l'entonnoir de conversion? Donc, c'est là que ça apporte vraiment une vraie stratégie au final. Puis, si on se ressente un petit peu sur la situation actuelle, depuis tantôt, on dit que bon, c'est l'approche du trimestre 4. En fait, on est en plein dedans. On a déjà, en tout cas de notre côté, là, pour les clients que moi j'ai sous gestion, si je peux dire, j'ai vu que les budgets avaient quand même pas mal augmenté. On a eu bien des rencontres aussi avec nos clients. Concernant justement les investissements puis l'évolution des plateformes à ce moment-ci d'année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire respectivement, peut-être Jay, portion médias sociaux, puis Eddie, portion Google, sur comment les publicitaires, si on veut, les entreprises doivent réagir face à ça. Naturellement, je pense qu'il faut prévoir un plus gros budget, on le sait. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour le mois à venir, le novembre, décembre? Qu'est-ce que ça change concrètement dans vos stratégies à vous? Clairement, le point le plus concret, c'est d'augmenter le budget. Là. Ça, c'est malheureusement la réalité à laquelle on va confronter de plus en plus. On se base sur quoi pour dire ça? Parce que là, probablement que le monde pense à ça et ils sont comme, ben oui, là, naturellement, on augmente les budgets, mais à quel niveau, sur quoi je me base, pourquoi, on a tous des indicateurs pour... Ouais, ben, tu sais, ça revient un petit peu au point qu'on a mentionné au tout début. Premièrement, de regarder ce qui a été fait l'année passée comme action. Dans le cas, évidemment, qu'il y a de l'historique. Tu sais, on peut être en mesure de dire, OK, bon, ben parfait, on a investi, disons, je ne sais pas, 10 000 sur le trimestre. Parfait, on a eu un retour de temps. Excellent. Donc, c'est quoi nos limites par rapport à ça? Est-ce que un retour de 3, est-ce qu'un retour de 4 devient acceptable et intéressant financièrement? OK, parfait. Bon, ben, on va... Tu sais, l'idée, après ça, c'est d'augmenter le budget en respectant ce retour sur investissement-là qui reste, somme toute, doit être, en fait, intéressant pour l'entreprise. En théorie, un budget devrait être illimité. On comprend que, bon, sur papier, ça ne s'applique pas de cette façon-là, mais l'idée, c'est d'augmenter le budget tant que le retour sur investissement est satisfaisant pour l'entreprise. Ça, c'est le point le plus crucial. Après ça, vient créatif, promotion, vient aussi produit, vient inventaire, vient offre de service, vient plateforme, etc. Mais ça, excuse-moi de t'interrompre, Jay, mais c'est un point vraiment intéressant parce que combien de fois on a eu ces discussions-là de dire si les campagnes sont rentables, budget limité. Effectivement, honnêtement, sans nommer de nom, j'ai vu environ, je dirais, 2, 3, 400 mêmes projets passer dans les dernières années à très haut niveau, là, juste savoir c'est quoi le modèle d'affaires, savoir c'est quoi les investissements à peu près. Je pense que j'ai vu un client, puis on le vit en ce moment, qui est réellement en optique budget illimité. Là. Puis c'est pratiquement ça parce qu'on dirait qu'il ajoute un zéro là, à chaque mois. Mais les résultats sont au rendez-vous, mais je pense qu'il y a une infime portion de produits qui peuvent fonctionner comme ça. Pour 99% des entreprises qu'on va accompagner, la portion branding, communauté, vision, évolution, recherche et développement, tout ça, c'est hyper pertinent. Fait qu'est-ce qu'on peut vraiment se dire budget illimité? Je pense qu'on le voit, nous, dans nos funnels à nous, quand l'entreprise effectue un marketing, je dirais, qui est 360, tu sais, qui ont vraiment, par exemple, relation de presse, des petites actions d'influenceurs ici et là, des concours, des actions en vraie personne là, quand la situation le permet.
on voit en fait que ça nourrit nos funnels, nos stratégies, puis que les campagnes convertissent mieux aussi. Là. Ça, je ne me trompe pas en disant ça. T'as absolument raison. Puis, tu sais, non, un des points importants à considérer dans la notion de budget, c'est qu'à un moment donné, tes audiences sont saturées. Tu sais, si les gens ont vu 10, 12, 15 fois ta publicité, même si tu augmentes ton budget, la courbe elle va commencer à descendre. Tu sais, parce que tu as atteint les gens potentiellement intéressés par ton produit. Tu n'auras jamais couvert 100% de l'audience, on s'entend, puis les plateformes vont s'arranger pour que tu trouves jamais 100% de l'audience. Mais à un moment donné, si par exemple ton produit s'applique juste à des Québécois en français, c'est sûr que tu te retrouves dans un bassin de population qui est limité malheureusement. C'est là qu'on prend vraiment d'aller chercher des audiences un peu en amont, pas seulement en novembre, mais de le préparer. Puis on le fait avec la plupart de nos clients, mais de le préparer dès le mois d'octobre. Même en août, on est déjà en train de passer à la stratégie du Black Friday parce qu'on sait que pendant le mois de novembre, ben, on va comme mettre des investissements, puis on va aller rejoindre l'audience, mais au bout d'un moment, on va être limité. Donc, c'est là où il faut quand même travailler tout cet aspect-là en amont, puis être sûr qu'au moment où il y aura de la compétition, ben, les gens vont voir une tonne de promotions, une tonne d'offres à gauche, à droite. Donc, comment on va faire pour se différencier? Puis là, c'est là que ça prend plus de monde au final. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on parlait de gestion des budgets, bien justement, étant donné, c'est là la cause à effet, c'est étant donné qu'il y a beaucoup plus d'advertisers. Oui, il y a plus de recherche, mais il y a beaucoup plus d'advertisers qui vont vouloir aller chercher ces gens-là. Mais les coûts des plateformes vont augmenter. Sur Facebook, on parle d'un CPM, un coût par 1000. Sur Google, ça va être le CPC indirectement qui va augmenter. Par contre, quand on rentre la notion de taux de conversion, donc le nombre de personnes qui vont convertir au final sur le site, on est tellement conditionné à ce que, par exemple, Cyber Monday, période de Noël, c'est pour une autre raison, mais par exemple, Cyber Monday, on est tellement conditionné que c'est les meilleurs rabais de l'année. Puis honnêtement, pour œuvrer dans cette industrie-là, je le crois, là, pour la majorité de mes clients, c'est réellement les meilleurs rabais de l'année. Donc, si vous voulez faire des achats, je vous conseille que ce soit dans ces moments-là. Mais tout ça pour dire que les gens sont vraiment en mode « je veux acheter ». Donc, les taux de conversion sur les sites, c'est incroyable. Tu sais, habituellement, on est habitué à avoir du 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5. C'est à peu près ça, là, dépendamment des produits. Les taux peuvent augmenter là, dans ces périodes-là à 4, 5, 6, 7 %. C'est incroyable. Donc, même la hausse des coûts des plateformes ne vient pas faire en sorte que parce qu'il y a une bonne augmentation du taux de conversion, le retour sur investissement est encore supérieur à tous les autres moments de l'année. Donc, par rapport au budget, ça vient super, super pertinent de l'augmenter, ne serait-ce que pour ça. Puis peut-être une règle du pouce, en tout cas plus du côté médias sociaux, puis même Google, là, ce que j'ai vu encore une fois avec les clients qu'on a sous gestion de mon côté, la règle du pouce, là, on a à peu près un 3 à 4 fois, je dirais, là, l'investissement requis, disons, mensuellement. Fait que, par exemple, je suis un brand qui n'a pas trop de saisonnalité. Au mois de juillet, août, j'investis X. Bien, généralement, là, octobre, novembre et décembre, là, on est plus dans du 3 à 400 % là, d'investissement. Fait que, je ne sais pas si c'est ce que vous observez, vous autres, les gars, de votre côté. Là. Ben, c'est pas mal ça. En fait, mettons, on a un budget de 2000, ben, on va vraiment se dire qu'il nous faut quelque chose de confortable en novembre parce que, en fait, c'est aussi la part de prévu que personne ne sait absolument à l'avance. Même si on a de la data, personne ne sait à 100% comment ben, les compétiteurs vont se mettre à investir à ce moment-là. Puis on l'a vu, on l'a revu plusieurs fois dans la semaine du Cyber Week. Des fois, le budget il peut être épuisé en une journée. Le budget que des fois qu'on avait prévu en une semaine, il peut se faire en une journée parce qu'un gros compétiteur va se mettre à investir, puis on n'aura plus de visibilité. Donc, c'est là où ça apprend vraiment de se dire, ben, on a un budget prévu pour le mois de novembre, mais on a aussi un budget prévu pour la semaine pour éviter d'être à court de jus en plein moment, puis de se dire, hey, on manque une opportunité qu'on avait peut-être prévue en termes de revenus. Ben, on s'assure qu'il n'y ait rien qui est laissé à côté, en fait. Je comprends. Puis par rapport à ce que tu dis, dans le fond, toi, justement, quand tu dis, OK, 2000, ça me prend un montant confortable, là, c'est quoi les points que tu vas aller regarder? Comment tu définis, en fait, ce fameux montant-là à investir? C'est quoi que vous regardez pour définir ça? Ben, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on va déjà regarder dans les 3 derniers mois quelle campagne qui a vraiment performé. C'est la base. Puis après, de se dire, quel est le pourcentage d'espace qu'on couvre au niveau de l'espace de Google. Mettons, on appelle ça le fameux impression share. Là. Exactement, le fameux impression share, c'est la métrique qu'on regarde le plus souvent. On va se dire, ben, avec le budget actuel en octobre, tu couvrais peut-être 30%. Combien ça va te prendre, puis on va faire un petit calcul, une règle de 3, mais combien ça va te prendre en novembre
pour couvrir le 100%. On va jamais être au max. C'est rare qu'on ait des budgets où ça atteint le 100%, mais ça va au moins nous donner comme un petit guide ou une référence pour nous dire, ben, si t'es à 2000, ça va te prendre ça le mois prochain pour qu'on ait une meilleure visibilité puis qu'on ne se retrouve pas à court de jus. Puis ça, c'est si la compétition fait pas la même chose en augmentant beaucoup, beaucoup, là. Exact. Puis en fait, c'est cette part-là aussi où il faut prévoir, c'est qu'on se dit, OK, on va atteindre un 100%, mais il y a la compétition qui va augmenter ses coûts par clic, qui va augmenter ses enchères. Donc, on est toujours, ce que je recommande à mes clients, c'est de prévoir un coussin de sécurité, de se dire, mettons, si je passe de 2 à 5 000, prévoyons 7 500 ou autre, pour qu'on ne se retrouve pas à court de jus et que je ne t'appelle pas à minuit pour te dire, hey, on est à court de jus, il faut que tu l'augmentes. Non, on va déjà le prévoir d'avance pour parer à toute éventualité. Parce qu'on sait que Eddie, à minuit, regarde les campagnes Google Ads. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est parce que c'est la passion aussi du Black Friday, puis de voir que nos clients réussissent. Puis je l'ai quand même fait à 2 Black Friday les années précédentes. Puis comme j'appelle le matin de Noël, hey, c'est le moment d'investir, tu vas faire du cash. Donc c'est un peu comme la bourse, mais c'est aussi c'est la passion du métier si on veut. Dans le fond, la seule différence entre Eddie et Jérémy, c'est qu'Eddie a bien lu son manuel de l'employé. Jay, il n'a pas lu les clauses en bas qui disent qu'à chaque Black Friday, Cyber Monday, Rablab est d'office toute la nuit. Café est fourni, mais c'est un chiffre all-nighter. J'avais pris des vacances ce week-end-là. Je pense que ça a été accepté, me semble. Non, je ne suis pas certain. Donc, les gars, je vois que le temps avance. On a parlé de beaucoup de choses. Peut-être pour faire un petit sum-up de tout ça, j'avais 2 ou 3 trucs encore qu'on n'a pas vraiment abordés à travers nos discussions, puis je pense qu'ils sont quand même vraiment primordiaux. On n'a pas parlé de marge ni de prix de produit, puis c'est correct, c'est juste que je trouve que c'est quand même à la base, premièrement, d'une business. Là. Naturellement, tu as un produit, il y a un prix, puis il faut que le prix soit dans le price point là, de ce que la demande est prête à payer pour ça, qu'il y ait un certain équilibre. Donc, premièrement, il y a ça. Dans l'analyse des compétiteurs, je pense que c'est important aussi de voir où se constitue par rapport à une même qualité de produit, disons. Fait qu'il y a la notion de prix, puis il y a surtout la notion de marge aussi. J'ai parfois la discussion avec des clients justement qui font affaire avec nous. Ils ont fait une belle planification, ils ont 50 000, 100 000 de budget cette année. C'est tel produit qu'on va pousser, excellent, excellent. C'est quoi vos produits que vous faites le plus de marge dessus? Est-ce qu'il y a de la demande sur ces produits-là? Est-ce qu'on a de la place pour aller faire une stratégie d'acquisition, que ce soit sur Google ou sur un autre média? Si, par exemple, la marge d'un produit est de 8 %, il va falloir que ce soit un produit à très haute implication qui vale pas mal cher, genre une voiture, là, pour que ça soit rentable. Là. Parce que si on a 8 % de marge sur un produit, puis qu'on se dit que ça va peut-être nous coûter 10-15 l'acquérir, en coût d'acquisition, que ça va nous coûter 10-15 % du prix du produit, on est dans la merde un peu. Là. On est sur une stratégie qui ne sera jamais gagnante. Là. Fait que, je ne sais pas, vous, c'est quoi votre point de vue face à ça, mais est-ce que vous pensez que c'est des discussions qu'on devrait plus avoir, plus tôt même dans les discussions et tout? Ou... Ben, je trouve que, en fait, c'est vraiment définitivement des points que je veux de plus en plus aborder avec les clients e-commerce, c'est que on calcule souvent le ROAS, qui est le fameux KPI qu'on regarde tout le temps, mais on n'a pas justement l'information sur la data du client. Puis, on ne sait pas forcément quelle marge qu'il fait. Puis, en fait, plus on a de data, plus ça va nous permettre d'ajuster notre tir, puis de nous dire, OK, si son coût d'acquisition maximum est de temps par rapport à sa marge, mais on pourra mieux ajuster nos campagnes et nos performances en fonction de sa réalité. Mais ça arrive souvent, en fait, que des fois, il y a des entrepreneurs qui n'ont même pas cette data-là ou qui n'ont pas cette réflexion-là. Donc, c'est aussi à nous, en tant qu'agence ou partenaire stratégique, de stimuler cet aspect-là, puis de pousser la réflexion pour se dire, OK, quelle marge vraiment qu'on a sur les produits qui ont le plus d'inventaire? Est-ce que c'est ceux-là que je veux mettre de l'avant? Puis je pense, ça vient des 2 côtés. C'est autant de notre part d'aller leur voir puis de leur dire, quelle est ta marge, puis de notre côté, qu'ils aient la réflexion un peu plus poussée. Mais définitivement, le plus qu'on a d'informations, le mieux que c'est pour nous, parce que on fait souvent, surtout en search et Google Ads, on fait souvent des stratégies d'enchères basées sur un coût vraiment d'acquisition, puis on a un objectif précis, puis on fonctionne vraiment à la performance, autant en social que dans tous les canaux. Donc, on a vraiment besoin de cette data-là au final pour s'améliorer, puis je pense que c'est quelque chose qu'on devra de plus en plus pousser avec la plupart des clients qui vont être aguerris en marketing.
Cool. Jay, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus ou je pense qu'Eddie a fait un bon. Ça fait pas mal le tour, là. Je pense qu'on est là aussi pour éduquer les clients par rapport à cet aspect-là, ceux qui ne sont pas en mesure d'avoir le calcul. Puis, tu sais, je pense que ça fait partie de la réalité. Puis aussi, probablement un peu du sizing de genre de clients qu'on a. Tu sais, on travaille souvent avec les gestionnaires même de l'entreprise. Il n'y a pas nécessairement de ressources marketing à l'interne. Des fois, c'est que dans l'empressement de la vie quotidienne, malheureusement, c'est des affaires qu'on n'a pas pris le temps de calculer puis qui sont tout de même primordiales. Puis qu'en ayant cette donnée-là en tête, ça facilite beaucoup plus les investissements. Ça nous rend peut-être aussi moins craintifs éventuellement par rapport à cet aspect-là. Puis ben, quand on regarde les rapports finalement des résultats de campagne, rapports analytiques, etc., ben là, on peut réellement dire si oui ou non il reste d'argent à la fin de la journée. Word. Très bien dit. Là-dessus, les gars, je vais conclure un petit peu notre discussion. Puis j'avais oublié, je voulais le mentionner au tout début, mais je vais le faire maintenant. De notre côté, Rablab, qu'est-ce qu'on a fait pour outiller nos clients? D'une part, on a organisé, par exemple, un appel de planification avec chacun des clients e-commerce pour planifier non pas le Cyber Monday, mais une période en fait de pratiquement 100 jours, donc 3 mois et demi, allant de début octobre à mi-janvier pour savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va promouvoir, à quel niveau de budget, etc., etc. Donc, on a fait ça. Puis, deuxièmement, aussi, on a fourni un document sur lequel on avait travaillé avec toutes des bonnes pratiques, mais même des bonnes pratiques qui sortent un petit peu de notre champ d'expertise. Par exemple, du côté de Google My Business, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, des publications qu'on peut faire, gestion de l'inventaire, préparer son site web, regarder au niveau de la vitesse de chargement, le UI, le UX, plein de choses. Puis ce document-là, on l'a sous les mains. Donc, ceux qui entendent ça, qui voient ça, si jamais vous voulez mettre la main sur ce fameux document-là, simplement nous écrire Facebook, LinkedIn, Instagram, slider dans les DM, demander le document de stratégie e-commerce Q4, puis ça va nous faire plaisir de vous donner ça. Honnêtement, il y a plein de bons petits trucs là-dedans là, qui peuvent vous aider. Donc, voilà. Là-dessus, Jay, merci. Eddie, comment tu as trouvé ça? Ça n'a pas fait trop mal, une première participation au podcast? Ah, je pense que j'ai vraiment aimé ça au final. Genre, je savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais comme, let's go, puis on va voir ce que ça donne. Mais au final, je trouve que on va vous donner rendez-vous au prochain épisode. Bon, excellent. Prochaine fois, on fait un changement. Dans le fond, c'est toi qui vas faire le host, qui va animer un petit peu, puis j'irai m'asseoir de l'autre côté de la caméra. On est prêt. Excellent. Fait que salut les boys. Bon dernier droit jusqu'aux fêtes. Merci, ciao. Ciao.